Alors, pour la deuxième partie du cours de mercredi 19 janvier, on en était resté sur euh, la caractérisation d'un matériau ferromagnétique par son cycle d'hystérésis, c'est-à-dire par le cycle que peut parcourir, parce qu'il ne va pas toujours être en train de parcourir son cycle d'hystérésis, par le cycle d'hystérésis que va pouvoir parcourir donc son aimantation ou son champ magnétique lorsqu'on va l'exciter dans la structure donc torique avec un spire parcouru par un courant imposé par un générateur, une tension. Et on a vu effectivement que l'aimantation et le champ magnétique allaient pouvoir parcourir périodiquement des cycles d'hystérésis si le courant I, la tension U était périodique. On a ensuite vu qu'il y avait deux types de matériaux. Il y avait les matériaux avec des cycles très gros qu'on allait appeler durs et des matériaux avec des cycles d'hystérésis très petits qu'on allait appeler doux. Et on était donc sur le modèle qu'on rencontre assez souvent dans les exercices du matériau ferromagnétique considéré comme linéaire. Alors c'est jamais rigoureusement linéaire, mais considéré comme linéaire. Lorsque le cycle d'hystérésis, on peut considérer que c'est quasiment un segment. On a alors B égale mu0 mu R H, B et H. On a donc une relation de linéarité, de proportionnalité, avec mu R, la perméabilité relative, qui peut être très forte, entre 1000 et 100 000, selon les types de matériaux. Et on avait vu donc l'application, j'avais fait une petite pause là-dessus, on avait vu l'application aux inductances qui permet effectivement d'obtenir des inductances très fortes. Donc, je poursuis un stockage d'énergie magnétique très important, parce que je vous rappelle que l'intérêt de la bobine, c'est de stocker de l'énergie à l'intérieur de la bobine sous la forme de champs magnétiques, puisque la présence d'un champ magnétique caractérise la présence donc d'une énergie. Donc stockage d'énergie magnétique. Alors encore une fois, on considère qu'il n'y a pas de champ magnétique à l'extérieur de la bobine. Le champ magnétique, il est canalisé, il est concentré sans fuite magnétique à l'intérieur, d'autant plus s'il y a un matériau ferromagnétique, puisqu'il a la particularité de concentrer, de canaliser les lignes de champ. Et cette énergie magnétique, elle n'a pas changé, c'est toujours un demi de Li carré. Donc si vous remplacez L par l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure, si vous isolez petit l fois S, le volume du matériau ferromagnétique, vous allez trouver B carré sur 2 mu 0 mu R, qui va se mettre devant, avec l'expression qui était obtenue, voilà. Vous n'avez pas l'impression qu'il y ait de surprise. Voilà, B c'est mu 0 mu R Ni sur L. Donc si vous faites B carré sur 2 mu 0, multiplié par le volume Ls, vous allez faire apparaître un demi de Li carré. Donc vous faites apparaître un coefficient qu'on appelle la densité volumique d'énergie magnétique dans un matériau ferromagnétique. Puisque je vous rappelle que B, c'est le champ magnétique total dans le matériau ferromagnétique. C'est bien des joules mètre moins 3. Alors on remarque que l'expression est un petit peu différente de celle de la densité volumique d'énergie magnétique lorsqu'on était dans le vide. En effet, ici, il y a mu R. Alors, il y a B qui augmente très fortement, mais il y a mu R qui est très fort. Donc, vous voyez, il y a une espèce de comment dirais-je, de modération, puisqu'on a B qui va être très fort et mu R qui est très fort. Mais c'est B au carré. Alors, cette relation, vous n'avez pas à la connaître par cœur. Elle vous sera fournie si c'est nécessaire. Donc, c'est la densité volumique dans un matériau ferromagnétique. De la même façon que la densité volumique d'énergie électrique dans un isolant, il y avait une expression un peu différente de celle du vide. Donc c'est B carré sur 2 mu 0 si on est dans le vide, et on met mu R si on est dans un matériau ferromagnétique linéaire. Et cette relation n'est pas exigible. C'est juste une constatation. Alors maintenant, l'application à un électroaimant avec entrefer. Alors, on est toujours sur la structure du torique, c'est-à-dire le matériau ferromagnétique qui est toujours taillé sous la forme d'un tor. Il y a toujours les n-spires pour pouvoir l'exciter, l'aimanter, lui imposer une contrainte. Et là, on va creuser dans le tor ce qu'on appelle un entrefer. Donc un petit espace où il y aura de l'air, du vide ou de l'air d'épaisseur petit e. Donc schématiquement, voilà. Donc là, par exemple, vous avez un tor ferromagnétique et là, vous avez effectivement ce qu'on appelle un entrefer que l'on peut, vous avez vu grâce aux manettes ici, diminuer ou augmenter. Donc schématiquement, voilà, schématiquement, vous avez à nouveau la structure, ça on expliquera tout à l'heure ce que c'est, mais sur le schéma de gauche, schématiquement, voilà, vous avez l'entrefer. En première approximation, ce qui vous est souvent proposé et ce qui est sous-entendu si on vous dit rien de plus, on va considérer que le tube de champ n'est pas perturbé par cet entrefer, donc les lignes de champ ne sont pas perturbées par cet entrefer.
Alors ça, c'est vrai si l'épaisseur est très petite devant le périmètre moyen. Donc si l'entrefer est relativement petit devant par rapport au périmètre moyen, on va dire que le tube de champ magnétique n'est quasiment pas perturbé. Alors en pratique, voilà, en pratique, il n'y a pas vraiment de fuite magnétique, mais ça grossit un peu. Si vous voulez, là, ça a tendance à s'écarter pour rejoindre. Voilà, donc on a une espèce, si vous voulez, d'anévrisme qui apparaît au niveau de cet entrefer. En réalité, en pratique, mais nous, on va le négliger, on va supposer que les lignes de champ, bah, elles vont tout droit, elles sont quasiment pas perturbées. Donc si on utilise la conservation du flux magnétique à travers toutes les sections d'un tube de champ, puisque le tube de champ magnétique n'est pas perturbé, ben on aura le champ magnétique dans le ferro fois S, la section du tube de champ, égale le champ magnétique dans l'air fois S, la même section, si le tube de champ n'est pas perturbé. Donc là, ça permet de justifier que le champ magnétique dans l'entrefer, donc dans l'air, c'est quasiment celui dans le champ magnétique, et nous on dira que c'est le même. Ça permet donc d'avoir un champ magnétique très très intense dans l'air. Alors là, il y a une application qu'il faut connaître, c'est celle de l'imagerie médicale. Quand vous passez un scanner ou un IRM, bah en fait, cet entrefer, il a la taille permettant de passer un corps humain, enfin une tête, un bras, voilà, un corps humain. Donc vous imaginez la taille du noyau ferromagnétique. C'est pour ça que si vous avez en tête ce que ça peut représenter, un scanner, hein, vous avez un appareil qui est quand même assez imposant. Pourquoi? Bah parce qu'il faut un périmètre moyen assez grand pour que le champ magnétique dans l'entrefer soit assez important, qu'il n'y ait pas de fuite, et qu'on puisse passer un corps, si vous voulez, dans le trou, dans la zone de l'entrefer. Et là, il y aura un champ magnétique très intense qui va pouvoir évidemment agir sur le produit chimique qu'on vous a injecté ou agir sur les protons. Ça, c'est pour la RMN, la résonance magnétique nucléaire. On faire de l'imagerie médicale. Donc, n'ayez pas en tête que l'entrefer, c'est toujours très petit. Ça peut être relativement grand, on peut passer un corps humain, mais évidemment, c'est la taille du, du tore qui est en conséquence. Alors, les caractéristiques. Bah, on va appliquer le théorème d'Ampère relatif à H sur la ligne de champ C, voilà, comme tout à l'heure, sauf que là, attention, il y a deux zones. Il y a une zone ferromagnétique de longueur petit l-e et la zone entrefer dans l'air. Donc là, H ferro, HR. Et en effet, l'excitation H, c'est pas du tout la même dans le matériau ferromagnétique et dans l'air. Pourquoi? Parce que B égale, enfin H, pardon, c'était B sur mu0 moins M, M l'aimantation, et l'aimantation dans l'air, elle est quasiment nulle. Enfin, on va la considérer comme nulle, alors que dans le matériau ferro, elle est très très forte. Donc attention, le B, le champ magnétique B, c'est le même dans l'entrefer et dans le matériau ferromagnétique, par conservation du flux magnétique. C'est pas du tout le cas de H. Donc si on applique le théorème d'Ampère relatif à H, eh bien on va devoir décomposer l'intégrale, la circulation, en deux zones. La zone dans le ferromagnétique, L-E, et la zone dans l'entrefer, petit e. Sinon c'est toujours égal à N. En effet, H ferro, c'est B ferro sur mu0 mu r, parce qu'on a considéré le matériau ferromagnétique comme linéaire. Et HR, c'est B sur mu0, puisque M égale 0, mu r égale 1 dans l'air. Donc quand on remplace avec B ferro égale BR égale B, bah on en déduit B. Alors puisque mu r c'est souvent très très grand, on peut se permettre au dénominateur de négliger ce terme devant ce terme. Souvent dans l'énoncé, on vous dit de faire comme si mu r était infini d'ailleurs. Et on obtient cette expression pour le champ magnétique dans l'entrefer. Alors en effet, petite application, si jamais on a 1000 spires avec 1 ampère, une épaisseur de 1 mm, on va avoir 1,2 Tesla. Alors bien sûr, certains vont me dire 1 mm pour passer un corps humain, oui, si vous voulez une dimension de l'ordre de, je crois que c'est 50 cm à peu près, le diamètre de la zone où on met un corps humain pour passer un scanner ou un IRM, bah, vous imaginez bien que pour avoir même chose, un champ magnétique de l'ordre de 1 Tesla, bah, il va falloir beaucoup plus de spires, un courant beaucoup plus fort. Une autre application que l'on peut expliquer tout de suite, hein, encore une fois, sans rentrer trop dans les détails, c'est l'électroaimant de levage. Donc là, bah, c'est cette structure-là. Donc vous avez un électroaimant, cette fois-ci avec deux entrefers. Et on va dire que ça, bah, c'est la pièce ferromagnétique que vous voulez aimanter et soulever. Et ça, bah, c'est la partie ferromagnétique de votre électroaimant, si vous voulez. Alors un électroaimant de levage, j'ai des photos pour vous expliquer. Voilà, vous en avez un ici. Donc pour lever des tôles très très lourdes d'acier. Vous en avez un ici, voilà, pour lever bah, de la ferraille, hein. Alors évidemment, ça fonctionne uniquement, on va pouvoir soulever uniquement des matériaux qui s'aimantent très fortement, donc des matériaux ferromagnétiques. Donc ça marche évidemment pour le fer, l'acier, etc.
Ça va pas marcher pour l'aluminium ou pour le cuivre, par exemple. Donc l'idée, vous avez compris, il y a les N-spires parcourus par un courant. Alors là, souvent, ce sont des gros câbles qu'on va utiliser, évidemment, avec des fortes intensités. Un matériau ferromagnétique qu'on peut considérer comme linéaire, avec l'UR, souvent très fort. Et donc, le champ magnétique produit, alors avec ici le champ magnétique qui va sortir, donc on aura un peu le nord magnétique qui va rentrer ici un peu le sud. Et par exemple, la tôle, la pièce que l'on va vouloir soulever. Donc quand on va approcher effectivement cette partie-là, lorsque la distance petit e va être inférieure à quelques millimètres, eh bien, on va aimanter très fortement la pièce du bas. Donc la ligne de champ, en fait, elle va se refermer avec la pièce du bas. Donc on va l'aimanter très fortement. La pièce du bas, c'est aussi un ferromagnétique, avec pas forcément le même UR, mais c'est un ferromagnétique. Eh bien, on va faire apparaître un pôle sud magnétique et un pôle nord magnétique. Le pôle nord attire le pôle sud, on l'a déjà expliqué. Donc il y aura une très forte attraction entre les pièces, et donc une adhérence. Voilà. Donc les pièces, elles vont, entre guillemets, se coller, entre guillemets, se souder par magnétisme. Et on va pouvoir ainsi soulever des tonnes. On va pouvoir soulever des tonnes d'acier. Alors ensuite, bien sûr, on peut les déplacer comme on veut. Et pour, entre guillemets, les désolidariser, on coupe le courant. Alors souvent, ça ne suffit pas. Il faut secouer un petit peu. Donc il y a un dispositif qui est mis en place. Et souvent, donc, on est obligé de secouer un petit peu pour pouvoir, même quand on coupe le courant, les désolidariser. Ça, c'est l'électroaimant de levage. Alors, juste pour préciser, parce que j'en ai parlé, mais j'avais rien précisé sur le cours, les ferromagnétiques durs, ce sont les matériaux qui auront des gros cycles, donc des champs coercitifs supérieurs à 100 ampères mètre moins 1, mais on peut aller jusqu'à 10 puissance 6 ampères mètre moins 1. Ils ne seront jamais considérés comme linéaires, ceux-là, jamais, jamais. Et ils servent uniquement à faire des aimants permanents très stables. Donc c'est-à-dire que les matériaux ferromagnétiques durs, on ne va jamais leur faire parcourir des cycles d'hystérésis périodiquement. Aucun intérêt. Ils sont quasiment indésaimantables. Alors, on arrive à les désaimanter, mais à condition d'être à très haute température, supérieure à la température de Curie. À ce moment-là, ils ne sont plus ferromagnétiques, on arrive à les désaimanter. Mais sinon, à température ambiante, c'est du 100% garanti, très stable pour des siècles. Ils vont être des aimants permanents. Alors, par exemple, pour l'acier, on a 10 puissance 4 ampères mètre moins 1 pour le champ coercitif. Le néodyme, c'est 10 puissance 6. Donc on comprend que si on voulait les désaimanter avec l'expérience que je vous ai précisée, donc il faudrait déjà les tailler en forme de tore, si vous voulez, mettre N-spire avec du courant, et il faudrait donc arriver à parcourir donc le cycle d'hystérésis passant par le HC, le champ coercitif, puis ensuite diminuer le courant progressivement pour le désaimanter jusqu'à atteindre l'origine. Donc juste pour regarder, si petit L égale 10 cm, donc déjà s'il n'est pas trop gros, 10 cm, 1000 spires, 100 ampères par spire, on arriverait effectivement à faire parcourir le gros cycle d'hystérésis au matériau. Alors ça coûterait énormément d'énergie, tout ça pour le désaimanter, donc c'est clair qu'on ne le fait jamais en pratique évidemment, et une fois qu'on les a aimantés, bon, ensuite on n'y touche plus. Alors pour les aimanter, eh bien vous avez compris, c'est à haute température. Le matériau, par exemple le néodyme, on le monte à très haute température, au-delà de 1000 Kelvin. Et là, on va l'aimanter dans une bobine avec un champ magnétique extérieur. On va aligner les mus ferraux jusqu'à atteindre l'aimantation à saturation, en tout cas le plus possible. Et puis hop, on va couper le courant et il va rester une aimantation rémanente. En baissant la température, tout ça, ça va être figé et puis ça y est, il est fabriqué. Et ensuite, on n'en parle plus. On pourra plus jamais le désaimanter, sauf à le monter encore à haute température. Voilà, la partie 4, ce sera pour le cours de vendredi, pour la suite. Donc il y aura une autre vidéo. Donc je m'arrête ici pour le cours de mercredi, c'est déjà pas mal.